Merci beaucoup, Gabriel. Donc, on va effectivement prendre des questions. Donc, je rappelle les règles du jeu. Des questions brèves pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci beaucoup pour votre exposé très, très intéressant et significatif de l'état du marché. Est-ce que alors, je vais commencer par le plus facile. Votre conclusion, est-ce que quelque part le fait de vous exprimer de la sorte contribue à mettre en avant plutôt la cogestion? Est-ce que c'est une voie qui a des perspectives en France? Et voilà, quel est votre sentiment, votre éclairage sur une cogestion possible ou non en France, qui est un mode qui marche bien en Allemagne, la Mitbestimmung, on le sait. Ouais. Je réponds de suite comme ça. Bon, alors en Allemagne, juste, c'est pas de la cogestion, hein, c'est de la codétermination, hein, ce qui n'est pas exactement la même chose que la cogestion. C'est-à-dire que les syndicats allemands ne co-gèrent pas les entreprises. Hein. Les syndicats allemands sont dans une perspective de codétermination. Mitbestimmung, ça ne veut pas dire mitführen. Hein. Mitbestimmen, ça veut dire codéterminer l'entreprise. Ce qui veut dire que dans les conseils de surveillance allemands, qui ne sont pas les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance allemands, les salariés de l'entreprise sont représentés à hauteur de 50% et ils participent à l'élaboration de la décision. Hein. Ils ne décident pas, ils participent à l'élaboration de la décision, hein, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, pour faire vraiment très bref, c'est, je pense que si on s'inscrit dans le cadre d'une participation des salariés et des organisations syndicales à l'élaboration des décisions stratégiques de l'entreprise, ceci doit se faire certainement au titre du fait que les salariés peuvent être aussi actionnaires, mais ce n'est pas la voie privilégiée, parce qu'à ce moment-là, vous allez d'abord donner la parole à certains salariés et pas à d'autres, et d'autre part, vous risquez de mettre les salariés dans une position de schizophrène, qui est que d'un côté, ils sont détenteurs du capital, et de l'autre, ils sont salariés. Je pense que l'élément déterminant, c'est que les salariés soient représentés au titre de leurs compétences, et non pas au titre du capital ou de leur épargne. Et ça concerne absolument tous les salariés. Donc pour cela, eh bien, il faut en effet que les salariés soient compétents non seulement dans les tâches techniques qu'ils opèrent, mais soient également compétents, c'est-à-dire puissent avoir un avis fondé sur les décisions stratégiques qui sont prises. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et pour que cela soit possible, il faut, de mon point de vue, que les organisations syndicales eh bien, s'intéressent aux relations qui existent entre les valeurs qu'elles veulent promouvoir dans l'entreprise, et en particulier une valeur centrale pour moi, c'est la pérennité de l'entreprise, et en même temps l'ensemble des principes organisateurs de l'entreprise, c'est-à-dire comment fonctionne son système d'information, quels sont ses principes d'organisation, quelles sont les conventions qui régissent les relations sociales dans l'entreprise, à la fin, au système normalisateur, c'est-à-dire comment vous allez évaluer les performances, quelles sont les normes de performance, etc. Et ça, c'est un travail qui est un travail extraordinairement sérieux, très, très, très difficile. Et vous voyez, il faut sortir en quelque sorte du dualisme dans lequel se trouvent beaucoup de syndicats en France. Je ne vous dis pas que ça vous concerne, mais je crois que beaucoup de syndicats sont là-dedans, malheureusement. Le dualisme, c'est d'un côté les combats sur les grandes valeurs, voilà, changer le monde, l'emploi, bon. Et en même temps, des batailles sur des choses très avales, très aval, c'est-à-dire les indicateurs de gestion, les normes de performance, d'évaluation des performances. Je pense qu'il faut en effet tenir toute la chaîne et aller des grandes représentations, des grandes missions de l'entreprise, des systèmes de valeurs, au système normalisateur, mais en passant par les principes d'organisation. Voilà, ça, c'est un travail qui est très rigoureux, qui est très difficile. Alors, je crois qu'il y a une question dans la deuxième salle à laquelle je vais donner la parole, et puis on reviendra ici après. Alors, je croyais qu'il y avait une question dans la deuxième salle, mais non, visiblement, ils font tous la sieste. Non, on les entend pas, hein, je pense. Non, normalement, j'ai un retour sono. Bon. Bon, alors, bah, je vais continuer ici, et puis je referai un appel. Mais... Je sais.
Tous écouté la première partie de votre exposé. Donc les conditions semblent limpides et faiblement à une société d'industrie. De son. On a des coupures de son, donc soit le micro marche pas. Donc effectivement que la personne qui pose la question vienne dans la première salle sera plus simple. Oui, voilà, me voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Michel. Bonjour. En écoutant la première partie de votre exposé, les raisons que vous nous avez exposées de désindustrialisation sont frappées du bon sens, quoi. Quels sont les blocages politiques et ou industriels qui empêchent de réinverser la tendance? D'accord. Alors, les blocages sont extrêmement nombreux, hein. Donc c'est difficile de vous répondre en une phrase, hein. Je pense que le premier blocage, c'est d'abord de s'entendre sur ce qu'est une entreprise. Si on ne s'entend pas sur ce qu'est une entreprise, si on dit par exemple une entreprise doit faire des profits, eh bien je crois qu'on risque de confondre le moyen et la fin. Je pense qu'une entreprise n'a pas comme finalité de faire des profits. Une entreprise doit faire des profits parce qu'une entreprise qui ne fait pas profit est une entreprise qui ne va pas pouvoir financer correctement ses investissements. Bon, voilà. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de blocages sur les missions fondamentales de l'entreprise. Après, il y a des blocages sur ce qu'est l'industrie. Est-ce que l'industrie, c'est une somme d'entreprises? J'ai essayé de vous dire tout à l'heure que l'industrie, ce n'est pas une somme d'entreprises. Ce sont des relations entre les entreprises. Hein, j'ai parlé de densité tout à l'heure. Après, il y a des blocages sur ce qu'est le travail. Est-ce que le travail, c'est un coût ou est-ce que c'est autre chose qu'un coût? Donc, je pense que le principal des blocages, il est mental. Il est culturel. Il est que nous évoluons, si vous voulez, dans un monde où nous utilisons un certain nombre de termes, entreprise, compétitivité, charge sociale, sans réfléchir suffisamment aux termes que nous employons. Or, les termes que nous employons sont des véhicules de la pensée, et donc si on utilise les termes à tort et à travers, si on confond par exemple compétitivité et rentabilité, eh bien, évidemment, on n'atteint pas ces objectifs. Donc, je crois que les blocages sont principalement des blocages en termes culturels et en termes de représentation, si vous voulez. Et je pense que aussi bien les technocrates qui nous dirigent, les grands dirigeants d'entreprise, les économistes, les médias, etc., j'en passe, et ils sont très très nombreux, eh bien, véhiculent, si vous voulez, un certain nombre de représentations qu'il nous faut absolument questionner, hein. Aussi longtemps qu'on ne questionne pas ces représentations et qu'on les prend comme telles, le fait, bon, j'ai pris l'exemple de charge, ça me paraît complètement caricatural, mais je pourrais vous en donner bien d'autres comme ça, eh bien, on ne changera pas. Alors après, que, évidemment, il y ait des intérêts dominants qui, en quelque sorte, utilisent la situation actuelle à leur avantage, mais après tout, ça, c'est complètement, c'est en quelque sorte non surprenant, hein. Donc, l'idée ici, elle est évidemment d'identifier ces intérêts dominants, mais elle est surtout d'identifier les blocages dans notre société, qui sont des blocages en termes de représentation, qui nous empêchent de penser des alternatives. Voilà, pour moi, Oui, je dirais juste une chose là-dessus. Il y avait un journaliste, je crois de Marianne, il y a quelques mois, qui disait, avec une grande honnêteté, dans une interview, qu'en réalité, aujourd'hui, l'ensemble, finalement, des gens, des leaders d'opinion, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, hein, ça va des journalistes, effectivement, à des dirigeants d'entreprise, voire aux dirigeants politiques, sont à peu près tous issus des mêmes cursus de formation, qu'ils ont dégusté le petit lait du There is no alternative de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. Et ils disaient que tout le monde avait reçu effectivement exactement la même idéologie, qui en plus prétend ne pas en être une, donc elle est d'autant plus dangereuse, et que, a fortiori en période de crise, les gens réagissaient par réflexe intellectuel, et que du coup, toute cette pensée unique remontait à la surface d'autant plus fortement. Et c'est vrai que on considère, et bon, je crois que à la CFE-CGC, à France Télécom, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir de la pensée unique pour comprendre ce qui nous arrive et essayer d'agir autrement. Mais c'est un long travail.
Alors, il y a... Oui, une toute petite question aussi sur l'Allemagne. J'ai cru comprendre que vous sous-entendiez peut-être que l'Allemagne n'était pas tout à fait libérale. Je voulais que vous explicitiez cette petite chose. Bien sûr, oui. Il n'y a que les Français pour penser que l'Allemagne est libérale. Hein. Les Allemands eux-mêmes ne pensent pas du tout qu'ils sont dans un univers libéral. Hein. D'ailleurs, la doctrine dominante en Allemagne, ce n'est pas le libéralisme, c'est l'ordolibéralisme. Ce qui est extrêmement différent. Hein. Et l'ordolibéralisme, sans vous faire maintenant un cours théorique, qu'est-ce que c'est l'ordolibéralisme, hein? C'est le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Voilà la formule, si vous voulez. Hein. Marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Donc, il se trouve que je connais assez bien l'Allemagne pour y avoir vécu, pour l'avoir étudié de très près, pour y avoir passé beaucoup de temps aussi. Et il est très clair que les Allemands sont extraordinairement organisateurs. Ils sont extrêmement organisateurs. Hein. Et alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est par rapport au libéralisme, c'est quelle est la place des pouvoirs publics en Allemagne, quelle est la place des Länder, par exemple, quelle est la place de l'État fédéral, du Bund. En fait, ce n'est pas une place qui est à l'extérieur de la société, c'est une place dans la société. Ça veut dire que la société allemande débat, la société allemande discute pendant le temps qui est nécessaire. Et une fois que la société allemande a produit des compromis, et parfois ça prend énormément de temps parce que les positions sont différentes, voire même divergentes, à ce moment-là, l'acteur public endosse le compromis et le codifie sous forme, par exemple, de loi lorsque c'est nécessaire. Mais l'acteur public allemand est complètement à l'intérieur de la société allemande. Alors que l'impression que l'on peut avoir en France, c'est que l'acteur public, souvent, se situe en surplomb, il est quelque part à l'extérieur et il produit des lois en fonction du travail des lobbies ou des partis politiques. Donc les Allemands ne se définissent pas du tout comme étant des libéraux, et je pourrais alors très concrètement vous donner des tas d'exemples. Ah, franchement, là je vous donnerai des dizaines si vous le souhaitez, vous montrant que lorsqu'il faut par exemple protéger leurs entreprises, ils ont un arsenal anti-OPA qui est imprenable. Essayer de prendre le contrôle d'une entreprise allemande, c'est impossible. Sur le plan juridique en particulier ou du droit des sociétés, c'est extrêmement difficile. On pourrait prendre des exemples. Je pourrais vous donner des exemples pour vous montrer, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi moi, la production charbonnière allemande. Qui parle de la production charbonnière allemande? On parle des émissions de CO2 actuellement en Allemagne parce qu'en effet, ils remettent en fonctionnement des centrales thermiques comme ils ont décidé de fermer un certain nombre de centrales nucléaires. Mais oui, mais s'ils remettent en fonctionnement des centrales thermiques, c'est parce que la production charbonnière allemande continue d'exister, et elle continue d'exister alors que le prix du charbon allemand est 2,5 fois plus élevé que le prix du charbon international. Ça mérite d'être regardé de près, ça. Comment font-ils pour réserver, en quelque sorte, aux centrales thermiques allemandes leur propre charbon national, alors que leur charbon national est à un prix qui est 2,5 fois plus élevé. Bon, je pourrais vous expliquer comment ça marche. Hein. Ce sont des dispositifs de péréquation tarifaire. Enfin bon, je peux vous expliquer tout ça si ça vous intéresse à la pause ou à un autre moment. Les Allemands ne sont pas du tout libéraux. Simplement, comme en France, on a absolument besoin de parler du modèle allemand et que pour faire avaler aux Français un certain nombre de choses, on fait dire à ce modèle ce qu'on veut. Donc on dit des Allemands qui sont libéraux. Mais enfin, encore une fois, il n'y a que les Français pour penser que les Allemands sont libéraux. Eux ne se définissent pas du tout comme étant des libéraux. Hein. Pas du tout. Quelle est votre définition alors du libéralisme? Alors, le libéralisme, il y a différents courants de pensée. Hein. Donc, il y a plusieurs écoles de libéralisme. Hein. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a l'école anglaise, l'école allemande, et puis il y a surtout l'école française. Et l'école française, elle est caractérisée par un terme, et qui est connu d'ailleurs, puisque les Allemands, quand ils veulent se moquer de ce libéralisme-là, le disent en français, c'est laisser faire, laisser aller. C'est ça le libéralisme français. C'est laisser faire, laisser aller. Et les Allemands ne veulent pas de laisser faire, laisser aller. Les Allemands sont des organisateurs, ils sont sur le long terme. Ils sont, dans ce que je disais tout à l'heure, le marché autant que possible, l'État, c'est-à-dire l'action publique, autant que nécessaire. Mais nous avons en France, avec un certain nombre d'auteurs comme Jean-Baptiste Say, Bastiat, etc., que vous connaissez sans doute pas, ils présentent d'ailleurs aucun intérêt, eh bien nous avons en France une école libérale qui est en fait une école ultra-libérale.
libéral, mais qui est probablement historiquement la réponse à l'absolutisme royal, puisque quand vous avez un pouvoir absolu comme celui de Louis XIV, le plus mauvais roi de France, eh bien vous avez la réponse immédiate qui est évidemment une pensée ultra-libérale, laisser faire, laisser aller, surtout quand on ne parle pas de l'État et qu'on ne parle pas du roi. Vous voyez ? Mais il y a toute une tradition libérale anglaise et allemande qui n'est pas du tout une tradition ultra-libérale, et en particulier qui met en avant un concept qui me paraît très intéressant. C'est le concept, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais le concept d'externalité. Le concept d'externalité, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que lorsqu'une entreprise génère des externalités négatives ou positives, eh bien, l'acteur public doit en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire externalité négative ? Une entreprise qui pollue, une entreprise qui licencie, n'a pas comme mission de polluer ou de licencier. Vous comprenez bien, ça ne l'amuse pas particulièrement, ce n'est pas son objectif de polluer ou de licencier. Néanmoins, elle produit des externalités négatives. Eh bien, la tâche de l'acteur public est à ce moment-là de réinternaliser l'externalité négative. C'est-à-dire qu'une entreprise qui pollue doit être pénalisée parce qu'elle pollue. Une entreprise qui licencie doit payer à ce moment-là parce qu'elle licencie. Une entreprise qui à un moment donné fait le choix d'importer plutôt que de recourir à une production nationale, déséquilibre la balance commerciale et supprime des emplois en France, peut éventuellement être pénalisée parce qu'elle produit une externalité négative. Mais en sens inverse, une entreprise qui génère des externalités positives, par exemple une entreprise qui innove, eh bien, elle peut être aussi stimulée ou incitée à générer des externalités positives. Donc la pensée ordolibérale allemande est très centrée sur la question des externalités, en visant à réinternaliser les externalités négatives pour les entreprises qui les génèrent et à accroître les externalités positives, puisque à ce moment-là, c'est le bien-être social qui est accru. Alors qu'en France, c'est le libéralisme français, c'est privatisons les bénéfices et socialisons les pertes. Oui, il y avait une question dans la deuxième salle qu'on va prendre, et après on va se donner encore 10 minutes parce que c'est passionnant de débattre avec Gabriel, mais on pourra encore prendre 2 questions. Dans la deuxième salle, il y avait une question. Oui, bonjour. Alors, bon, une question avec des sous-tiroirs. Je vous ai peu entendu parler d'Europe et je dirais de posture européenne pour le réamorçage industriel. Je vous ai pas entendu parler du salariat à moindre coût au plan industriel qu'on voit en Allemagne, mais je voyais un reportage formidable la semaine dernière sur l'industrie alimentaire en Italie et en Espagne. 3 € de l'heure, c'est quand même pas le top, et ça peut éventuellement expliquer le maintien de certaines implantations. Je voulais vous entendre aussi, vous parlez de fenêtres de tir. Aucun groupe ne dispose de toutes les compétences en interne. 20% de son chiffre d'affaires est externalisé. Non, pardon, 80% de son chiffre d'affaires est externalisé. Donc la question que je me pose, c'est quid d'une réinternalisation pour les acteurs. Et puis, une petite cerise sur le gâteau, vous nous indiquiez que probablement le modèle économique de Free serait peu pérenne. C'est intéressant. Est-ce que vous avez une ou 2 grandes idées à nous dresser ? D'accord, ça fait beaucoup. Hein. Je crois qu'on ne pourra plus prendre aucune autre question. Alors, après ça. le problème de l'industrie en Europe, c'est un problème de... Je vais le résumer. Le problème de l'industrie en Europe, c'est un problème d'asymétrie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que pratiquement tous les systèmes productifs des différents pays en Europe, la France, l'Italie, la Hollande, etc., sont des systèmes productifs relativement spécialisés. Relativement spécialisé, ça signifie que si vous prenez l'appareil productif français, vous pouvez à peu près considérer 5 branches qui réalisent 80% des exportations. Donc vous avez une polarisation autour de 5 branches qui est très forte. Cette spécialisation fonctionne le plus souvent
à l'exportation comme à l'importation. Ça signifie que nous avons en effet, en France, 80% de nos importations industrielles qui se concentrent aussi dans 5 branches. Donc quand on regarde les différents systèmes productifs nationaux, ils apparaissent dans les différents pays européens comme étant très spécialisés à l'export comme à l'import. Sauf un, le système productif allemand. Le système productif allemand, lui, ne se spécialise pas. Ou plus exactement, il se spécialise à l'export. Et en effet, vous pouvez voir l'industrie allemande être très spécialisée dans la machine-outil, l'automobile, la chimie, la sidérurgie, voilà à peu près. Hein, bon. Mais à l'import, les Allemands ne sont pas du tout spécialisés. Ça veut dire qu'ils ont des importations réparties sur l'ensemble des branches. Alors vous allez me dire, oh là, c'est trop technique, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'il n'y a pas de complémentarité des systèmes productifs en Europe. Parce qu'il y a un pays qui ne joue pas la carte de la complémentarité, mais qui joue la carte de l'autonomie productive. C'est-à-dire qu'ils exportent, et en effet ils exportent en étant très spécialisés sur un certain nombre de branches, mais il y a une sorte de refus de spécialisation des Allemands sur les autres branches. Là où on pouvait penser qu'il y allait avoir complémentarité avec l'Allemagne, il n'y a pas de complémentarité avec l'Allemagne. Exemple, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, les Allemands étaient très faibles dans les années 80, eh bien aujourd'hui ils sont excédentaires dans l'agroalimentaire. Vous vous rendez compte ? On pensait que dans le textile habillement, il y aurait complémentarité avec les Allemands, c'est-à-dire qu'ils seraient importateurs nets dans le textile habillement. Eh bien, ils sont sortis d'une situation où ils sont importateurs nets pour devenir exportateurs nets. Ça veut dire qu'ils ont donc des branches où ils sont totalement forts et ils exportent, et des branches dans lesquelles ils réduisent les déficits et ils les transforment en excédents. Donc les complémentarités industrielles qu'on avait envisagées dans les années 80-90 avec l'Allemagne ne jouent pas, parce que c'est un pays qui refuse de se spécialiser. Donc là, il y a à l'import, hein, donc il y a un problème qui est un problème majeur d'asymétrie entre la façon, si vous voulez, dont les Allemands conçoivent leur autonomie productive et la façon dont tous les autres pays fonctionnent. Et ça, c'est un problème qui empêche le développement d'une Europe industrielle. J'espère que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Hein. Si ce n'est pas clair, ben je reviendrai. Oui, ce sont des intérêts divergents, mais entre l'Allemagne et les autres pays. Hein. Ce n'est pas entre pays européens. Hein. C'est une complémentarité qui ne se fait pas ou qui se fait avec beaucoup de difficultés. Alors, s'agissant des salariés au moindre coût, alors je pense que dans les années 2000, avec l'agenda Schröder, si vous voulez, hein, vous voyez bien, puisque vous connaissez l'Allemagne, c'est-à-dire un agenda qui a été mis en place par un chancelier social-démocrate qui, à un moment donné, a pensé qu'il fallait flexibiliser le marché du travail, diminuer les coûts salariaux, etc. Je pense que les compromis qui ont été trouvés avec les organisations syndicales consistaient à dire qu'il faut absolument préserver le site productif Allemagne. Il faut absolument le préserver, celui-ci, c'est-à-dire ne pas être dans le schéma français, qui est le schéma où les grands groupes investissent à l'étranger pour vendre directement à l'étranger, mais rester dans le schéma où on produit en Allemagne et on exporte à partir de l'Allemagne. Est-ce que vous voyez la différence, hein? La différence est absolument majeure, hein? Elle n'est pas du tout secondaire, puisque vous comprenez bien que si les Allemands sont les champions du monde ou à peu près des exportations, c'est donc bien que l'on produit en Allemagne. Si les groupes allemands ne produisaient pas en Allemagne, ils ne pourraient pas exporter. Par définition, s'ils exportent, c'est qu'ils produisent en Allemagne. Différemment de la France, puisque les grands groupes français, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une grande partie d'entre eux, ont redéployé leur base productive à l'étranger pour vendre directement à l'étranger. Ça veut dire autant, évidemment, d'exportation en moins et un déficit de la balance commerciale. Alors ce débat sur le Standort Allemagne, c'est-à-dire sur le système productif allemand, en fait a tourné dans les années 2000 autour de la question des coûts et des coûts unitaires de production, notamment dans les services davantage que dans l'industrie. Mais l'objectif n'était pas du tout d'abaisser les prix. Attention, hein, parce que là, j'ai lu en France des horreurs, il y a beaucoup de journalistes qui racontent n'importe quoi. Les Allemands ne se sont pas, sauf dans quelques cas de figure, engagés dans une compétition par les prix. La baisse du coût salarial à l'unité produite dans le secteur des services en Allemagne a surtout permis de rétablir les marges des entreprises allemandes. Vous comprenez bien, hein, lesquelles marges ont en effet été réutilisées pour investir dans les territoires et l'appareil productif. Vous comprenez que si vous baissez les coûts, d'une certaine manière, vous avez deux options.
Une option, c'est de dire je baisse les coûts et je verse davantage de dividendes. Si je caricaturais, je vous dirais que c'est à peu près l'option française, excusez-moi de le dire aussi directement. Mais vous avez une autre option qui consiste à dire je baisse les coûts, je rétablis les marges et la rentabilité et j'utilise une partie importante de ce rétablissement de marge pour faire tous les investissements matériels et immatériels nécessaires. Voilà le compromis qui a été passé par les organisations syndicales allemandes. Là où elles se sont fourvoyées, c'est qu'elles pensaient que ce compromis jouerait uniquement à la marge, c'est-à-dire jouerait sur ce qu'on a pu appeler, ou d'autres auteurs ont pu appeler autrefois, le Lumpenprolétariat. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Lumpenprolétariat représente 25% des emplois en Allemagne, pas simplement dans les services, mais aussi dans le secteur industriel, que donc le quart des emplois allemands est aujourd'hui constitué d'emplois flexibles, c'est-à-dire emplois intérimaires, temps partiel, salariés loués à d'autres entreprises, etc. etc. Et donc ça, évidemment, c'est un problème qui mine le modèle social allemand, parce que le modèle social ou socio-productif allemand n'est pas, l'économie ordolibérale dont je vous parlais tout à l'heure, ne supporte pas, si vous voulez, une contradiction interne aussi forte que celle-là. Donc en effet, on peut se dire jusqu'où les tensions qui s'exercent actuellement en Allemagne et qui sont de plus en plus fortes vont pouvoir jouer. Est-ce que les syndicats allemands vont accepter que ce volant, si vous voulez, qui représente aujourd'hui le quart des emplois, continue de se développer comme il s'est développé les dernières années? Vous voyez, ça c'est vraiment une question centrale. C'est pas du tout une question secondaire. Mais pour moi, l'erreur que l'on fait en France, c'est de considérer que les Allemands sont lancés dans un dumping par les prix et que la rétention salariale allemande, en fait, s'expliquerait par des questions de compétitivité prix. C'est une erreur. C'est en fait essentiellement une stratégie visant à dégager davantage de marge, de manière à ce que ces marges soient utilisées après pour réinvestir dans l'appareil productif, ce que les entreprises allemandes ont parfaitement fait. Je termine sur la réintégration. Je ne suis pas nécessairement favorable à des pratiques d'externalisation, si vous voulez, et le fait qu'un grand groupe externalise 80% de son chiffre d'affaires ne me pose pas de problème, à condition qu'il soit capable de définir avec précision quel est son cœur de compétence. Et je pense que beaucoup de groupes externalisent, et en fait ne font pas attention suffisamment à la définition de leur cœur de compétence. Alors, est-ce que leur cœur de compétence, ce sont des savoir-faire particuliers, des morceaux de produits, des fonctions particulières? Je n'en sais rien. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que des entreprises comme Alcatel sont allées beaucoup trop loin dans l'externalisation, puisqu'elles ont externalisé la fonction de production, qu'il faut, de mon point de vue, pas externaliser, en tout cas pas totalement. Elles ont externalisé la recherche-développement en grande partie. Elles ont externalisé beaucoup d'activités aussi. Et donc, à la fin, le schéma d'Alcatel, c'est le schéma de l'entreprise, complètement dématérialisée, complètement virtuelle. Et ce schéma ne peut qu'échouer. Il fait le bonheur des financiers pendant un temps, mais ce temps passe très, très rapidement. Quant à Free, je pense que Free, ce sont des stratégies de prix, ce sont des stratégies de coûts. Donc, la question, c'est quelle est la qualité de service qui est derrière ? Quelle est la qualité de service qui est derrière. Et donc, moi, mon sentiment, mais je suis prêt à développer avec vous, c'est que l'avantage de France Télécom ne peut pas être un avantage en termes de prix, c'est un avantage en termes de qualité de service. Est-ce qu'en effet, quand une installation Internet ne fonctionne pas, est-ce que je vais avoir un opérateur France Télécom qui vient et qui reste le temps nécessaire jusqu'à ce que, en effet, mon installation Internet fonctionne? Ou bien est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui vient là et qui doit, dans 10 minutes, avoir résolu le problème, et s'il n'a pas résolu, il s'en va? Si France Télécom fait ça, à ce moment-là, Free le taillera des croupières, c'est évident. Oui, on commence à comprendre ça. Ouais. Parce que notamment au niveau du SAV par téléphone, on a beaucoup changé nos pratiques. Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, malheureusement, on aurait envie de débattre toute l'après-midi avec Gabriel, qu'on remercie beaucoup pour son intervention, mais tout a une fin. Je vous rappelle que si vous souhaitez prolonger cet échange par la lecture de l'ouvrage de Gabriel Collettis, vous pourrez, à l'extérieur de la salle, en trouver des exemplaires. Et je crois que Gabriel avait gentiment
prévu de consacrer un petit peu de temps à vous les signer.